Alors dis-moi, pourquoi t'es monté? Bah, rien, moi, je suis apostat. Bienvenue dans la confrérie. Merci. Bon, pas bienvenue parce que ça fait déjà un bon moment que je suis apostat. Et j'aime bien vous écouter, tout le groupe, Jack, Cassius, toi et tous les autres. Et donc, j'ai vu que tu étais en live, je voulais juste passer un petit coucou, peut-être témoigner 2, 3 minutes de ma petite expérience. Ouais. Ça fait combien de temps que t'as Et quitté voilà. l'islam? Donc, Ta connexion, elle est instable. On t'entend quasiment pas. au moins 18 ans. Au moins 8 ans. Ok. Au moins 18 ans parce Ah, que... 18 ans. Attendez. Ouais, t'as, Non, t'as deux 18 ans. barres. T'as deux 18, barres de 18. connexion, donc ça bug. Attendez. Ça va mieux? Non, non, non. La bouffrerie. Ça va mieux? Ouais, je t'écoute. Alors, donc, moi, j'ai apostasie quand j'avais plus ou moins 18 ans. Ouais. Je suis originaire d'Afrique subsaharienne, donc je suis né dans une famille musulmane. Et donc, la base, c'était l'islam, quoi. Donc, et une fois arrivé en Europe, j'ai eu la possibilité de me former et j'ai connu ce qui était l'esprit critique. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à me former et puis petit à petit, j'en suis sorti. Ça n'a pas été très, très compliqué parce que vu que je n'étais pas en Afrique dans un contexte musulman où vraiment j'aurais eu beaucoup de personnes de mon entourage qui auraient eu la possibilité de me faire des rappels. Et donc, mon apostasie a été assez, disons, clean, rapide. Et donc, j'ai eu Et cette quand tu l'as chance-là. annoncé à ta famille, t'as fait ton coming out? Oui, oui. Et, Même et si comment mes elle a réagi? grands-parents. Mon père, vu que mon père, il est arrivé en Europe assez jeune, donc il n'était pas très, très pratiquant. Il a toujours été tout seul ici et tout. Donc, nous avons vécu en Afrique avec notre mère avant de le rejoindre plus tard. Donc, c'est ma mère qui était plutôt bien enfoncée dans l'islam. Donc, ça a été un peu compliqué avec elle au départ. Mais après, je pense que son amour pour moi a pris le dessus. Même si au départ, elle ne voulait rien savoir, elle voulait que je Donc, ça veut dire quoi revienne. maintenant? C'est quoi ta relation à ta mère? Maintenant, elle accepte le fait que je ne suis plus musulman et on s'entend très bien et ça va. Et ça nous a créé beaucoup de problèmes au départ parce que, par exemple, je suis avec une femme qui n'est pas musulmane. Donc, quand elle a pris connaissance de cette relation au départ de ma relation. Ça fait plusieurs années maintenant que je suis avec ma femme. Elle n'était pas du tout d'accord parce que son souhait, c'était que je sois avec une musulmane qui aurait pu m'aider à revenir vers l'islam. Donc, elle m'a combattu vraiment pour que je ne puisse pas, disons, avancer dans cette relation. Et puis, j'ai tenu dur vraiment. Et après, petit à petit, elle a accepté. Et maintenant, ça va. Ok. Et ton père, comment il a réagi? Mon père, au départ, il a essayé de me faire des rappels. Il me disait, au moins, quand tu te réveilles le matin, fais la prière du matin, le Fajr, fais ça au moins. Et puis tu verras que petit à petit, Dieu te reviendra. Et donc, bon, je ne l'ai pas écouté. Et la même chose que mon père, vu que je suis son seul fils, disons, euh, j'ai 2 sœurs, je suis le seul garçon. Et il m'a toujours vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et donc, je pense que l'amour pour son fils a été plus fort, je pense. Parce que Et tes malgré sœurs, tout, elles sont musulmanes du coup? oui, elle se considère encore musulmane. J'ai essayé plusieurs fois de leur parler de certaines choses, mais elles, elles ne pratiquent pas à 100%, elles ne sont pas d'accord avec les choses que je leur annonce, par exemple le mariage de la petite fille, la peine pour l'apostat et tout. Et malgré ça, elle se considère musulmane, même si elle ne
ne pratique pas ou elle ne ferait jamais certaines erreurs. Elle n'accepterait jamais certaines erreurs. Elle se voile? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que c'était pas, ça n'a jamais été question dans notre famille. Même quand on était en Afrique, aucune femme ne se voilait. C'était juste pendant la prière. Et est-ce que dans ta famille, vous croyez à la sorcellerie? Ah oui. En plus, imprégné dans la culture africaine, c'était monnaie courante, la sorcellerie. Ouais. Toi, tu y crois? J'y croyais, mais j'ai arrêté d'y croire. Quand? Avant ou après avoir quitté l'islam? Quelque temps après l'islam, parce que il a fallu quand même quelques années avant que je ne puisse vraiment m'en débarrasser. Il y a eu des grosses affaires de sorcellerie dans ta famille que tu peux nous raconter ou pas? Alors, par exemple, il y a une de mes sœurs qui voyait des êtres. Elle disait voir des présences, des personnes habillées en tout blanc qu'elle voyait et qui souvent la touchaient, donc ça lui causait des douleurs physiques très fortes. Et donc, dans la famille, on pensait que c'était de la sorcellerie, c'était pour de la jalousie, donc des membres de la famille qui auraient lancé un sort à ma sœur. Et jusqu'à présent, on n'a jamais vraiment compris ce qui se passait, si elle voyait vraiment ces choses ou si c'était seulement dans sa tête ou vraiment. Jusqu'à présent, on n'a jamais rien compris. Mais vous avez essayé de la désenvoûter? Vous avez vu un marabout, un imam ou rien du tout? On a vu beaucoup de marabouts parce que ça a commencé quand on était en Afrique. Donc, on a vu des marabouts. En plus, il y a une personne de notre famille qui est marabout. Donc, il a fait des prières avec le Coran. Il a préparé des potions avec lesquelles il devait se frotter la tête, mettre des gouttes dans les cheveux. Ça a coûté combien? Ah, je sais, je sais plus quantifier exactement, mais je sais que ça a coûté une fortune parce qu'on en a vu plusieurs. Et aucun ne donnait des résultats satisfaisants. Donc, on continuait d'en chercher, d'en trouver d'autres, et ça coûtait vraiment une fortune. Et de tête comme ça, en milliers d'euros, allez, je pourrais dire, allez, 10 000 euros. Mais au fil des ans, Et maintenant, elle a arrêté ou elle continue? tout d'un coup, il n'y a plus rien, elle se sent bien. Et moi, j'ai vraiment essayé plusieurs fois de faire le détective, vraiment de lui poser des questions, de savoir vraiment comment ça se manifestait. Mais ça se renfermait toujours sur elle-même. Elle disait non, elle n'a pas envie d'en parler parce qu'elle a peur de les revoir après. Ouais, je vois. Est-ce qu'à ton avis, ta sœur, elle voulait de l'argent de poche et du coup, elle se mettait d'accord avec le marabout, je te ramène mes parents comme pigeons et tu me donnes la moitié. C'est possible ou pas? Ah non, je ne pense pas. La connaissant, non. Je pas forcément pour le côté financier, mais juste pour un caprice personnel pour peut-être avoir plus d'attention, un truc comme ça. Peut-être. Ok. Oui, l'attention, ça a un prix. 10 000 € environ. Surtout les nuits blanches. Ouais. Le Bon, bébé, t'as... C'est un garçon ou une fille? Le bébé, qu'on entend. euh, un garçon. J'ai deux garçons et c'est vraiment l'un des motifs pour lesquels j'ai voulu monter aujourd'hui. Parce Bah, je que, le sais, moi, j'ai flairé. Je t'écoute. parce que malgré le fait que je ne sois plus musulman, j'ai malheureusement circoncis mes deux enfants. Ouais. Et j'avais jamais pensé à la circoncision comme un problème jusqu'à ce que je commence à t'écouter et à me poser des questions là-dessus. Parce que pour moi, c'était naturel parce que on l'a toujours fait. Je ne l'avais jamais relié directement à l'islam parce que
Je connais des personnes africaines qui ne sont pas musulmanes, mais qui pratiquent quand même la circoncision. Donc pour nous, c'était pas du tout un débat, la circoncision. T'as un enfant de sexe masculin et on le circoncis. Et donc maintenant que je t'entends parler de ça, je me pose des questions et je me dis si un jour je devrais euh, m'excuser auprès de mes enfants pour les dire désolé de vous avoir fait ça. Pourquoi tu veux t'excuser? Qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que je n'avais pas le droit de leur ôter une partie de leur corps sans leur consentement. Surtout que je ne sais même pas pourquoi je le fais. On m'a juste, on m'a juste toujours dit il faut le faire. Et c'était devenu ancré en moi comme une chose naturelle, comme par exemple je coupais les ongles. Pourquoi personne se demande pourquoi on fait ça? Ça m'intéresse. T'as une idée ou pas? Pourquoi vous êtes tous comme ça? Oui, oui, bon, on va le faire. Pourquoi vous réfléchissez pas? Alors quand même, c'est pas toi qui as circoncis tes enfants. Non, non. C'est qui? On C'est est, qui l'a fait? on a été dans un centre, une clinique spécialisée. En France? Non, c'était en Italie. En Italie. Pourquoi en Italie? Parce que nous sommes italiens, moi et ma femme. Ok. Bon, Et, plus euh, d'origine, et non, pourquoi dans la italienne. clinique, on t'a expliqué c'est quoi les avantages et les inconvénients de la circoncision ou pas? Rien du tout. On t'a rien Non, expliqué. rien. Tu prends un rendez-vous, tu arrives et on le fait. Mais donc le médecin, On- il explique pas ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comme un vrai médecin. Non, mais absolument rien. Mais tu t'attends pas de la part d'un médecin qui t'explique pourquoi il fait une chirurgie sur toi ou sur tes enfants? Et là, maintenant, j'avoue que maintenant que après avoir acquis certaines connaissances, je me demande, mais normalement, oui. Mais à l'époque, on ne se pose même pas la question. On se dit juste, on doit le faire, tout le monde le fait, et on va le faire. Et le médecin, il arrive, on installe l'enfant et on le fait, et c'est tout. Oui, mais même, quand tu vas, je sais pas, une appendicite, tu vois. Si tu as une Oui, crise d'appendicite, on va te faire l'opération. oui. Mais avant de te faire l'opération, on va t'expliquer c'est quoi une anesthésie, pourquoi tu as ça, comment tu as ça, quel va être l'avantage de te faire l'opération. Pourquoi pour la circoncision, t'as pas posé ces questions? Bah, je dirais que j'ai été con. J'ai été con, j'aurais dû. Ça t'a coûté J'ai- combien par enfant? Euh, 380 € Ils sont anesthésiés ou pas? Tu l'as fait à quel âge? oui, anesthésie. Ouais. Très jeune, hein, le premier, il avait 3 mois. Le deuxième, il avait peut-être 1 mois et demi, 1 mois. Ouais. Moi, quand je me souviens, les circoncisions au bled, les femmes, elles étaient traumatisées et terrorisées. Elles pleuraient et s'enfermaient dans leur chambre. Toutes. Oui. C'était ton cas aussi ou pas? Pour mon premier fils, c'est ma femme qui est allée dans la salle opératoire et donc elle était chaude. Donc pour le deuxième, elle n'a pas voulu entrer, c'est moi qui y suis allé. Pourquoi elle était choquée? Parce qu'elle a vu qu'on coupait un bout de son fils. Elle ne s'attendait pas à, à l'horreur de la chose, en couper une partie d'une personne. Elle pensait que c'était peut-être faire déchirer une petite partie, ouvrir un peu, un truc comme ça, après coudre. Elle ne pensait pas que le gars, il allait prendre littéralement le ciseau et couper. Donc, elle a été vraiment, entre guillemets, traumatisée par la chose. Donc, pour le deuxième, elle n'a pas du tout voulu entrer. Mais malgré ça, elle était quand même convaincue que c'était bien de le faire. Elle te l'a raconté la première fois, quoi. Oui. Et pourquoi elle a laissé faire la deuxième fois? Elle a pas réfléchi? Non, parce que comme je le disais, c'est c'est- c'est, euh, c'est pas, c'est très violent à voir, mais c'est pour le bien du petit, on se disait. Mais elle, C'est elle est bien de le faire. musulmane.
Non, Tu m'as dit elle n'est pas musulmane. Donc pourquoi elle était non, pour la circoncision? parce que ce que je disais tout à l'heure, en Afrique, malgré le fait que plusieurs personnes ne sont pas... Vous m'entendez? Oui. Ah, en Afrique, malgré que la plupart ne sont pas musulmans, ils le font quand même. Donc, elle qui est chrétienne, disons de, disons de tradition, pour elle, ça doit se faire aussi. Ok, j'entends. Bah, merci pour ton témoignage. Merci beaucoup. Je Est-ce- continue. Maintenant, tu retournes en Afrique, tu as des conflits avec des membres de la famille ou pas? Ça, c'est un exemple, une anecdote que je dois te raconter. J'étais allé en Afrique il y a 2 ans et j'ai un cousin qui m'a pratiquement obligé à aller faire la prière avec lui à la mosquée parce que il m'a tellement mis la pression avec les tantes à côté et tout. Et donc, si je disais non, j'allais devoir m'expliquer avec toute la famille autour, m'expliquer pourquoi je ne voulais pas aller prier. Donc, j'ai préféré aller à la mosquée faire la prière, malgré que pour moi, ça ne me disait absolument rien. Est-ce que tu t'es senti insulté ou soumis ou pas? Soumis, oui, j'ai dû me soumettre. J'ai dû me soumettre, bon, d'une part parce que, comme je le disais, j'avais pas vraiment envie de rester là à leur expliquer, à essayer de leur faire comprendre pourquoi. Et je ne priais plus, pourquoi je n'étais plus musulman. Ils allaient sortir les astaghfirullah et les choses de ce genre. Et donc, je me suis soumis. Là, vraiment, je l'admets, je me suis soumis et je suis allé faire la prière, 5 10 minutes. Et comme ça, tout le monde m'a affiché la paix. Tu m'as dit que tu allais t'excuser auprès de tes enfants quand ils grandissent. Ta mère aussi, ta femme aussi, elle est d'accord? Non, non, pas encore. Je suis en train d'essayer de la convaincre, de lui faire comprendre que qu'on n'aurait pas dû. Mais elle n'est pas encore convaincue à 100%. Ok. Parce qu'ensemble, on est allé lire sur Internet. Il y avait beaucoup de bienfaits de la circoncision qui étaient cités. Et donc, elle a dit, tu vois, il y a aussi beaucoup de choses qui sont bien quand on fait la circoncision. Vas-y, cite-moi des bienfaits. Alors, ils ont dit, en premier, c'était que ça permettait d'éviter, ça diminuait la probabilité de contracter, par exemple, des virus sexuellement transmissibles. Mais est-ce que tu as l'intention que tes bébés de 2 mois ils fassent l'amour avec quelqu'un qui a un VIH? Absolument pas. Ça, Du coup, c'est c'est pour pas un bienfait. bien fait pour un enfant, en tout cas. Ouais, c'est pas un bienfait. Ensuite, est-ce que tu as l'intention d'enseigner à tes enfants de pas mettre de capote? Ah non, absolument pas. Du coup, c'est pas un bienfait non plus, même quand ils Pas sont du tout. adultes. Non. Ok. Bah, du coup, c'est pas un bienfait, ça. Donc Mais en ça, soi, c'est normal, parce que le VIH se transmet par les muqueuses. Et les cellules réceptrices sur lesquelles se lie le virus, bah, il est sur le prépuce. Donc si oui, tu l'enlèves, effectivement, il y a moins de chances. Ça réduit les chances, ça protège pas. ok, ok. Mais de Oui, la oui, même manière, mais si tu ça, enlèves les dents de tes enfants, ils auront jamais de caries. Tu vois. Mais c'est pas pour autant qu'on va leur enlever les dents. C'est un risque avec lequel on peut vivre, surtout si on met des capotes et qu'on ne couche pas avant l'âge de 15, 16 ans avec des gens qui ont le VIH, quoi. ouais. Et puis un autre bienfait, c'était ça permettait d'être plus propre à ce niveau. Pas forcément besoin d'aller bien laver à l'intérieur. Il suffisait juste Oui, de et comme laver tu as la les flemme d'apprendre à tes enfants à se laver et de les laver, autant couper, quoi. mains. Moi, je Exactement. comprends, hein. C'est un bon raisonnement. Mais ça me fait vraiment plaisir d'entendre ce que tu dis parce que c'est des arguments que je pourrais utiliser pour la convaincre. Oui, je sais, Ouais, je suis à ton service. Et puis, si tu te coupes les mains, t'as plus besoin de te laver les mains, tu vois. T'auras plus les ongles sales, t'auras plus de l'eczéma, t'auras plus de la terre sur les exactement. mains ou du cambouis, tu vois. Il y a plein d'avantages à enlever les mains. Ah oui. T'as plus à les laver, t'as plus à les laver. Ah oui. Ça marche partout, hein. Les Non, pieds, les oreilles, les cheveux.
Tu leur fais des shampoings? Bah, si tu coupes les cheveux, il n'y a plus besoin de faire des shampoings, c'est bon. Tu vois, tu peux faire le même raisonnement partout, hein. Ouais. Ouais. De longs cheveux, donc ça serait un bon argument, ouais. Et puis bon, après, il y avait quoi encore? Et puis, euh, bon, en gros, c'était vraiment pas grand-chose, hein, à part ces deux-là. Bah, c'est pas suffisant pour circoncire, hein. Oui, Pour absolument, faire ouais. une chirurgie préventive non consentie, il faut que l'avantage soit gigantesque. Là, c'est pas gigantesque, c'est du confort. Ouais. Pour du confort, on fait pas de chirurgie. C'est ça la règle. Et là, on peut plus revenir en arrière. Là, ça Le repousse beau est pas, hein. Alors parti. que les cheveux, ça repousse. Ah oui. Tu fais le ramadan ou pas? Ah, absolument pas. Absolument pas. Ta femme, elle est religieuse ou elle est athée? Elle est un tout petit peu religieuse. Elle ne va jamais à l'église, mais elle se considère chrétienne. Et puis une fois, je lui ai sorti, j'aime bien la taquiner, hein. Alors, on a un contraste, c'est-à-dire que j'accepte que tu sois, que tu te crois chrétienne, mais on ne met jamais la religion sur la table quand il y a un débat. Sinon, moi, je suis obligé de t'attaquer, je te sors tes tests. Et donc, c'est arrivé une fois où je lui ai sorti le Deutéronome qui parlait d'esclavage. Et donc, elle a dû se taire. Elle a dit, je m'informerai. Mais elle sait que, elle est juste endoctrinée. Elle sait que rationnellement, il y a rien de logique là-dedans. Mais elle est endoctrinée. Ses parents sont très religieux et son père est responsable d'une église en Italie. Et donc, elle est bien endoctrinée là-dedans. Ah, donc son père, il est escroc. C'est pour ça elle est pas très à fond dedans. Parce que son père, il l'a protégé de sa religion. Il l'a protégée. Mais les parents, ils se connaissent l'arnaque. C'est comme les Khomeini et autres en Iran. Leurs enfants, ils se voilent pas. Ils se mettent en robe, ils vont en Europe parce qu'ils savent que c'est pourri en Iran. Ok. Mais les escrocs, ils savent, ils protègent leur famille. Mm. Ouais, ils gèrent une église, là. Je sais que son père, il est parmi les responsables. Voilà, ils ont une église. Merci. Est-ce que tu avais d'autres sujets où tu voulais échanger ou d'autres témoignages? Ouais, ça va. J'aime bien vous écouter et surtout toi parce que j'aime la manière dont tu affrontes les conversations avec disons, les musulmans qui montent. Et souvent, quand il raconte une bêtise, tu sais très bien que c'est pas vrai et tu dis juste, ah, ok, d'accord. Ça, C'est ma technique, ça. ça met un foudre vraiment. Tout le monde qui le connaît le comprend. Tout le monde a compris que le gars, il a dit une bêtise. Donc, à chaque fois qu'Ali Baba le sort, ah oui, ok, d'accord. Je sais que l'autre à côté, il a raconté une bêtise. Et après, tu repenses à ce qu'il a dit pour te rendre compte c'était quoi la bêtise. C'est un signal. Ouais, C'est le babal signal. voilà. Tu sais, ça Et- vient d'un manga que j'avais lu il y a longtemps, cette technique. ok. C'était Alice in Borderland. Je sais pas si tu l'as lu ou si tu l'as vu. Non, pas du tout. C'est assez sympa, c'est dans le genre Squid Game avant Squid Game. Ok. C'est des mecs qui doivent jouer à des jeux pour survivre. Et à un moment, il y a un personnage qui dit If you believe it, then it's true. Si tu crois, alors c'est vrai. Et j'ai bien aimé ça, ça m'a donné cette mentalité de bon, bah ok, d'accord, si tu crois, alors c'est vrai, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, tiens. Ok, je vois. En tout cas, je compte utiliser cette technique pour un prochain futur quand je ferai des lives aussi, en italien peut-être. Ouais, bien sûr. Euh, Et je sais qu'en Italie, l'islam est en train de prendre du terrain et il faudrait
Il faudrait un petit groupe d'apostats qui connaissent. Attends, on va parler d'Italie. Je voulais te dire un autre truc. Pourquoi je fais le ah ok d'accord? En fait, c'est pour contrer la technique de renforcement des religions. Par exemple, tu as déjà eu des témoins de Jéhovah qui viennent frapper à ta porte? Oui, En fait, pourquoi ils frappent à ta porte, les témoins de Jéhovah, à ton avis? pour essayer d'entrer pour que tu leur donnes la permission d'entrer dans ton intimité, un truc comme ça. Non, c'est Et pas tu ça. leur- C'est Non, pas ok. pour toi qu'ils font ça, c'est pour eux-mêmes. Parce que Ok. quand tu vas frapper à la porte et que les gens ils t'envoient chier, ça renforce la croyance que eux ils sont gentils et que le monde extérieur est méchant. C'est une technique Ah, pour que le témoin de Jéhovah devienne plus enfermé dans la secte. C'est pas pour te parler à toi. Tu vois? Ils prennent appui sur oui, toi pour ok, je renforcer vois. leur croyance. Et les enfermer dans la bulle que, regardez, on vous a laissé aller voir le monde extérieur et il est très vilain, très méchant et personne ne vous comprend. Ok, C'est à ça que ça sert. Du coup, quand je fais ah ok, donc ils te prennent comme appui, ils rebondissent sur toi pour renforcer leur croyance. Donc quand je fais ah ok d'accord, bah ils prennent pas appui sur moi, ils glissent dessus, tu vois. ouais. Tu vois parce que quand le mec il te dit la Terre est plate, tu fais non la Terre est pas plate, tu fais oh il est méchant, il comprend rien. J'ai raison, la Terre est plate. Alors que si tu fais ah ok d'accord, bah le mec fait hop, bon bah la Terre est plate mais tout le monde s'en fout quoi, tu vois. Ça renforce pas sa croyance. Ouais. Excellent, vraiment. Donc c'est pour pas lui donner Excellent. un point d'appui pour se renforcer. Alors dis-moi, en Italie l'islam prend de la place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vois de plus en plus de mosquées et il m'est même arrivé que des gens viennent frapper ma porte, des musulmans, pour nous parler d'islam. Et dans les périphéries des grandes villes, euh, ça commence à, bon, peut-être pas forcément à cause de l'islam, mais la communauté musulmane continue de s'agrandir et ça crée, disons, des conflits entre les Italiens et les Italiens d'origine étrangère qui sont de confession musulmane parce que ils demandent par exemple à avoir des repas halal ou que le jour de l'Aïd ou de la Tabaski, je sais pas comment ça s'appelle déjà, Ça veut soit dire quoi férié. halal? Tu sais ce que ça veut dire halal? Un repas halal? Oui, oui, un repas qui ne contient déjà pas de porc et qui ne contient pas de viande qui n'a pas été, qui provient d'un animal qui n'a pas été égorgé, tué selon la religion islamique. Et c'est quoi ce rite? C'est quoi les conditions pour que la viande soit halal? Il faudrait égorger, par exemple, prenons le cas d'une chèvre, il faudrait égorger la chèvre en récitant un verset du Coran et faire écouler tout le sang de son corps. En étant vivant et conscient. C'est ça que ça veut dire. En étant vivant Et et c'est pour conscient. ça, quand tu égorges de manière halal l'animal, tu enlèves pas toute la tête. Parce qu'il faut pas couper la corde spinale qui fait que l'animal est conscient. Tu enlèves, tu coupes la trachée, l'œsophage, les veines jugulaires, et tu laisses la corde spinale. Comme ça, l'animal se vide de son sang le plus vite possible en étant conscient. C'est ça, halal. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit conscient pendant qu'il se vide de son sang. Ok, ok. Donc Allah, il valide qu'on fasse souffrir l'animal plus longtemps. Il faut pas, et on peut pas l'assommer. Tu vois. Et on peut pas enlever toute la tête pour qu'il soit pas conscient. C'est plus halal, c'est plus un sacrifice valide. Donc on fait un sacrifice d'animal pour Allah. Le sacrifice est valide seulement si la bête se vide de son sang en étant conscient. Et là, on peut la manger. Ok. Bon, je savais qu'il ne fallait pas enlever complètement la tête, mais j'avais pas fait le rapport avec le fait qu'il reste conscient jusqu'à ce qu'il Oui, vide on son. n'enlève pas toute la tête pour la corde spinale reste connectée au cerveau. Voilà. Bon à savoir. Et moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'un un Dieu créateur de l'univers a besoin qu'on lui fasse des sacrifices d'animaux? Voilà. Je me pose la même question depuis plusieurs années, mais personne n'a su me répondre pour le moment. Et c'est pour ça que je t'ai demandé pour la Mecque. Parce qu'à la Mecque, tu égorges environ au pèlerinage. Ah non, c'est pas à toi que j'ai demandé, c'était à un autre. Tu égorges en moyenne 1 à 3 millions d'animaux par pèlerinage. Et toi, tu dois l'égorger toi-même quand tu fais ton pèlerinage. Mais tu peux payer quelqu'un pour l'égorger à ta place. Et du coup, ils égorgent 3 millions d'animaux hors de la vue des gens. Tous de la même manière, hein, de manière à ce qu'ils saignent pendant qu'ils sont conscients.
Et ça, c'est prône à énormément de maladies zoonotiques, hein. Donc, c'est de là qu'on a eu le MERS, par exemple, je pense, Ah oui. en 2013. Parce que les mecs, bah, il y a l'urine, le sang, la sueur des animaux qui est mélangée dans des abattoirs communs gigantesques à 40 degrés. Et, euh, et Allah, il comprend pas. Il comprend pas que égorger 3 millions d'animaux au même endroit sans conditions d'hygiène, bah, ça fait des maladies. Dans ce cas, les femmes qui font un pèlerinage, elles payent des gens pour égorger leurs animaux, alors. Oui, tout le monde paye en général. Il y a très peu de gens qui le font eux-mêmes. Mais les femmes d'office, elles doivent forcément payer. J'ai jamais vu une femme égorger un animal quand j'étais petit en Afrique. Bon, enfin, les femmes, elles font pas grand-chose en islam, hein. Je pense que c'était interdit si je ne m'abuse pas. Bon, en tout cas, j'en ai jamais vu. Il y avait que les hommes qui égorgeaient les animaux. Bon, ok. Et puis, le sujet revient plusieurs fois. Il y a des polémiques sur les plateaux de télé souvent, on parle d'islam, mais je me rends compte qu'en Italie, personne ne parle des textes. Et c'est la même chose qu'en France ici, quand on en parle dans les débats télé, on s'attaque plutôt aux musulmans, mais jamais aux textes. Donc, je pense il serait mieux que quelqu'un commence à parler des textes d'islam en Italie. Parce que la plupart des Italiens, quand ils veulent critiquer l'islam, tu sens qu'ils critiquent les musulmans, mais jamais les textes. Donc, ça crée souvent des amalgames. Donc, les musulmans aussi, ils se sentent en devoir de se défendre en les accusant. Moi, je vous dis direct, hein, ce qui va faire tomber l'islam, c'est ma provision, c'est le caca de Saouda. C'est tout seul, le caca de Saouda, il va faire tomber l'islam. Parce que ça, c'est une preuve écrite. Parce que Mhm. Aïcha, même Aïcha, ça marchera pas. Le caca Ouais, de Saouda, c'est une preuve écrite que oui, Allah, il se soucie de la merde. ouais. Tu vois, c'est pas Allah, il autorise le mariage de ce point. Non, non. Le créateur de l'univers, il se déplace en personne pour un caca. Genre, quand ça va percuter le cerveau des gens, Ouais. il y a plus personne. Ils vont tous réaliser l'arnaque, tu vois. Ah oui. Parce que j'ai vu un débat un jour à la télé en Italie où il y avait une Italienne qui s'était convertie et elle portait le voile. Et donc, ça aurait été très intéressant que quelqu'un du plateau connaisse ce hadith pour le sortir. Et là, les gens auraient mieux compris. Parce qu'elle disait non, parce que c'est mon Dieu, je me soumets, c'est mon choix, c'est mon Dieu qui me l'a demandé, parce que je dois être pur pour la pudeur et un tas de choses. Mais personne ne savait du caca de Saouda. Personne ne connaissait ce hadith. Donc, si on sortait ce hadith, peut-être sur le coup, les gens n'auraient pas cru, mais après, plusieurs personnes en seraient allées chercher. Et donc, ils auraient vu que c'est vraiment ce qui s'est passé. Et je dis, Donc, quand la flamme elle va commencer, que les musulmans ils vont dire, mais on se fout de ma gueule avec cette histoire de caca, plus jamais elle va s'éteindre, tu vois, ça va partir d'un coup. Parce que Aïcha, t'as pas le réflexe, on se fout de ma gueule, tu vois. Ton ego, il est pas nécessairement touché. Pareil pour le fouet, tu vois, personne fouette, on s'en fout. On fouette pas les fornicateurs. Les apostats, bon, bah, on est dans un pays libre, on peut pas. Mais le caca de Saouda, quand tu vas te réaliser que toutes les femmes et toutes vos femmes, elles se coiffent à cause d'un caca, il n'y a pas. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas juste dire oui, ok. Oui, ok. Ok. Ok, aposta caca. merci beaucoup. Euh, et Ali Babal, oublie pas un truc. Moi, je connais ta tête. Si jamais tu commences à me souffler dans les bronches, dans les narines, moi, je publie ta photo. Mais comment tu connais ma tête? Je publie ta photo. Rappelle-toi la soirée avec Jacques, Damien Rieu, Bardella, etc. Tu te rappelles ou pas cette soirée? Ah, je me souviens, Voilà. j'étais tellement bourré, je me défends. Je croyais que j'étais attaqué de tous les côtés. Je me défendais, je me défendais, je me défendais. Résultat, j'ai pété le nez à 30 droits tard. Oui, justement, bah, tu vois, justement, parmi les 30 droitards, il y en a un qui est vachement énervé contre toi, mais il sait pas à quoi tu ressembles. Donc, si jamais tu te moques de moi, tu me respectes pas, eh ben, je lui envoie à quoi tu ressembles. Je reviens, tu lui envoies. Mais c'est qui? Bah, c'est quelqu'un que je Super connais. Blaze avec une tignasse. Super Blaze avec une tignasse.
Mais non, c'est Jack avec une tignasse. Maintenant que vous C'est le Jack dites, avec oui, une on dirait bien Jack avec une tignasse. Jack. Respect à toi, Jack. Bisous à toi, frérot. Merci beaucoup pour le temps et je continue de prendre Merci soin à de toi. Breviaman. Et deux choses. Si jamais tu arrives à convaincre ta femme, bah reviens me faire un bilan, ça me ferait plaisir. Ok. Si tu fais tes lives en italien, je parle pas italien, mais je pourrais venir écouter une fois de temps en temps. Je peux dire tutto bene, quel che finito bene. Ouais, Che puesto fare? E che Questo. puesto fare? Tu vois, je sais parler comme ça. Je sais dire aussi, se non è vero, l'ha inventato bene. Ouais. inventato bene, oui. L'ha inventato bene. Et troisième chose, est-ce que tu as envie de faire un bruit d'animal avant de partir? Oui, pourquoi pas. Allez, en honneur au lion de Robert, je vais essayer de faire le lion, même si bon. Ah, c'est pas mal. C'est un bon lion. Un peu enrhumé, mais merci. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.